Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de réformes et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Il y a un écocide. La Turquie, le Japon, la Chine. Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Alors vous voulez qu'on donne un coup de main au changement après que le changement ait échoué? Il faut qu'on parle de tout ça, non? Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Petite Conversation, votre podcast d'actualité par les jeunes de Terra Nova. Alors, avant de nous plonger dans notre sujet du jour, laissez-moi vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année et que 2025 vous apporte santé, bonheur et succès dans tous vos projets. Alors, nous entamons une année sans élection en France, rare accalmie sur le front politique national, mais à l'international, l'actualité est loin d'être calme, avec un événement majeur qui se déroule ce 20 janvier. Je veux bien évidemment parler de l'investiture de Donald Trump pour un second mandat, et même plus encore un comeback à la présidence des États-Unis. Alors, le retour de Trump à la Maison-Blanche pose des questions cruciales pour l'Europe. Quels changements peut-on attendre dans les relations transatlantiques à l'heure où nombre de défis communs, sécurité, climat, économie s'intensifient? L'Europe, qui cherche depuis plusieurs années à affirmer son autonomie stratégique, se retrouve une fois de plus confrontée à un partenaire américain imprévisible, parfois hostile dans ses discours, mais incontournable dans les faits. Alors, avec nous pour aborder l'impact du retour de Donald Trump aujourd'hui, Elior, tu es avec nous. Bonjour Elior. Bonjour. Alors, tu es étudiant en affaires publiques à Sciences Po et en philosophie politique à la Sorbonne. On te connaît chez Terra Nova pour être contributeur pour La Grande Conversation, notre grand frère, la revue de Terra Nova. Exactement. Alors, à l'heure de l'arrivée de Donald Trump dans le bureau ovale, Elior, est-ce que tu peux revenir avec nous, pour nous, sur l'état des relations transatlantiques à l'heure où il arrive? En réalité, le retour de Trump à la Maison-Blanche est annonciateur d'une grande continuité, c'est évident, mais également de beaucoup de ruptures avec son premier mandat, ce qui peut paraître contre-intuitif. Donc continuité, car Trump entend adopter en matière de politique étrangère une position très similaire à celle de 2016, et qui au fond constitue une raison majeure de ses victoires successives. À savoir, Donald Trump n'a pas été élu en 2016 sur les fondements de sa compétence ou de son conformisme aux usages de la diplomatie, mais bien parce qu'il représente une rupture avec ceci. Donc Donald Trump se veut le candidat du peuple qui à la fois méprise les usages, les bienséances et les compétences, et qui à l'inverse sait défendre ses positions de but en blanc et tenir tête à ceux que son électorat perçoit souvent comme, disons, une aristocratie internationaliste qui a depuis longtemps trahi, sinon le peuple américain, au moins ses intérêts. Mais rupture aussi, puisque Trump bénéficie désormais, et ça c'est nouveau, d'un pouvoir bien plus important qu'en 2016. Il a réussi à rallier le Parlement américain à son projet en obtenant une majorité dans les deux chambres, et il a pris soin de remplacer la vieille garde républicaine, ce qu'on appelait the adults in the room, les adultes dans la pièce, qui canalisaient en quelque sorte ses soubresauts, que ce soit à l'intérieur comme en politique étrangère. Il les a remplacés donc par des loyalistes, à l'image de son vice-président J.D. Vance, alignés à sa politique, tant sur le fond que, cette fois-ci, aussi sur la forme. Enfin, il faut retenir peut-être, et c'est important, que c'est la fin de la diplomatie atlantiste, qui se caractérisait par un étroit lien, parfois intime et familial, entre les ténors de la diplomatie américaine, à l'image d'un Henry Kissinger par exemple, et le vieux continent, l'Europe. Ça aurait été le cas avec Kamala Harris aussi, bien qu'elle aurait certainement poursuivi ses alliances avec les leaders européens, mais Trump marque le retour d'un ethnocentrisme isolationniste, comme les États-Unis n'en ont pas connu depuis la Première Guerre mondiale, puisqu'en réalité c'était la norme jusque le premier mandat de Woodrow Wilson et la Société des Nations, bien évidemment. Alors, c'est intéressant parce que maintenant je voulais t'emmener sur le terrain militaire, si j'ose dire, pour aborder les questions de sécurité et de défense. Là aussi on retrouve quelque part les questions d'isolationnisme. Je pense notamment à Donald Trump qui a critiqué les contributions des membres européens à l'OTAN. Est-ce que tu penses qu'il peut aller plus loin dans son désengagement vis-à-vis des alliances transatlantiques ? Donc sur l'OTAN, oui, c'est un autre sujet clé, notamment pour l'avenir de l'Europe et de la défense du continent européen à l'heure de la guerre en Ukraine. Donald Trump a une position
assez ambigu. Il a d'abord laissé entendre que les États-Unis n'interviendraient pas si ses alliés étaient attaqués. Alors ça, c'est extrêmement clair. Et lors d'un discours en Caroline du Sud, il a même encouragé les Russes à faire ce qu'ils veulent si les membres de l'OTAN ne contribuaient pas davantage au budget de l'Alliance, qui est une affirmation en réalité en parfaite contradiction avec les principes mêmes du traité atlantique. Il s'agissait bien sûr de plaire à ses supporters, qui étaient ravis de l'entendre conclure par des mots très durs à l'adresse des pays membres de l'organisation, qui l'appelaient de ses voeux à payer, à dédier une part plus importante de leur PIB dans la défense de l'OTAN. C'est pas sans rappeler ce sommet un peu surnaturel de 2018 de l'OTAN, où Trump avait par ses frasques encouragé une première fois les pays signataires de l'OTAN à dédier une part plus importante de leur richesse nationale à la défense. Pour autant, il est difficile de savoir à quel point Trump est sérieux quand il prononce ces déclarations. Lors de son premier mandat, par exemple, il ne s'est pas opposé à renforcer l'OTAN en Europe de l'Est. Il a même soutenu l'élargissement de l'organisation à des pays comme le Monténégro, la Macédoine. Il a aussi accepté que des missiles soient fournis à l'Ukraine, ce que Obama n'avait pas fait, par exemple. Donc c'est assez paradoxal l'appareillage qu'il y a entre à la fois le discours et la réalité de sa politique une fois qu'il est dans le bureau ovale. Mais bon, outre la psychologie complexe du personnage Trump, il y a les faits. Car si selon lui l'Amérique doit arrêter de payer pour l'OTAN, ce n'est pas l'avis partagé ni immédiatement déductible que l'on pourrait tirer d'une analyse des faits, puisque l'OTAN rapporte au moins 50 milliards de dollars par an au complexe militaro-industriel américain. C'est un marché captif qui est évidemment très lucratif pour les États-Unis. En 2024, par exemple, l'OTAN a coûté autour de 570 millions de dollars à Washington. Donc, bon, pour un total de 3,6 milliards de dollars de budget annuel de l'organisation atlantiste, c'est pas énorme. La question, c'est donc plutôt pourquoi cet acharnement sur le coup de l'Alliance Atlantique. À Washington, beaucoup pensent qu'au-delà de la provocation, ce que voudrait Trump, c'est faire un deal, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un personnage qui est issu du milieu de l'immobilier très compétitif new-yorkais, qu'il a été façonné là-dedans. Donc faire des deals, c'est sa grande fierté. C'est peut-être certainement ce qu'il veut, c'est très important pour lui. Or, obliger les pays européens à consacrer 2% plus de leur budget à leur défense, c'est un objectif qui est accessible. D'ailleurs, il y a 18 des 31 alliés qui atteignent déjà ce résultat. Donc, il est difficile de croire qu'il est vraiment sérieux quand il dit vouloir remettre en question l'ensemble de l'architecture sécuritaire de l'Occident, même si évidemment, avec le personnage Trump, tout est toujours à prendre très au sérieux. Alors dans cette logique, on va dire, de compétition, je voulais revenir avec toi maintenant sur les questions climatiques, environnementales. On a vu pendant la campagne, et je souligne que tu as écrit une note sur le sujet, sur les questions climatiques et environnementales par les deux candidats, que la présidence de Trump pourrait marquer un recul des engagements climatiques internationaux des États-Unis. Est-ce que tu peux un peu nous éclairer, s'il te plaît, sur ce sujet ? Oui, bien sûr. Donc Donald Trump, c'est pas nouveau, c'est su de tous, plus ou moins, adopte une position clairement climato-sceptique dans cette campagne présidentielle comme dans la précédente. C'est une constance chez lui. Il rejette l'idée de réchauffement climatique, il a qualifié le concept d'invention chinoise pour nuire à l'industrie et la compétitivité américaine. Pour lui, la transition énergétique est une croisade anti-américaine, il la critique vigoureusement, et il insiste sur le fait que les politiques écologiques actuelles, comme celle de Joe Biden, qui insiste notamment par une sorte d'intersectionnalité sur la justice sociale liée au coût environnemental, ces politiques ont des effets dévastateurs pour l'économie, en particulier à travers la hausse des taxes et des coûts énergétiques. Donc dans son programme, il a proposé de revenir à une exploitation massive des énergies fossiles, notamment le pétrole et le gaz, le fameux fracking, qui a été un des enjeux clés des débats. Et il veut relancer des projets comme des oléoducs, supprimer les réglementations environnementales mises en place par l'administration Biden. Bref, il souhaite rendre l'énergie bon marché en réactivant une production pétrolière intensive, et en particulier pour établir
les prix d'avant-crise. Ce d'ailleurs qu'il aura beaucoup de mal à faire parce qu'une partie est liée à une inflation à la fois un peu importée due à un choc d'offres de la guerre en Ukraine, mais aussi liée à une demande très forte qui fait qu'il y a très peu de probabilité qu'il, même artificiellement, il revienne à des prix avant Covid. Ceci étant, il entend également renégocier ou se retirer des accords climatiques internationaux comme l'accord de Paris. Il l'a d'ailleurs annoncé dans son discours d'investiture le 20 janvier dernier. C'est un engagement qu'il avait déjà pris lors de son premier mandat. Il faut considérer que c'est chose faite. D'ailleurs, il a annoncé prendre 100 décrets immédiatement dans les heures suivant son entrée dans le bureau ovale. C'est pas sans rappeler les 100 jours de Franklin Roosevelt quand il accède à la présidence aussi. Là encore, il faudra surveiller les décrets liés à la politique environnementale, mais il faut miser évidemment sur la dérégulation et la débudgétisation, pourrait-on dire, des agences environnementales américaines principales. Alors, autre question qui est liée à la précédente, ça va être le futur de la politique économique des États-Unis sous Trump. Alors, quelles seraient les conséquences? Parce qu'il a beaucoup parlé pendant la campagne aussi d'un droit de douane universel de 10 à 20% sur toutes les importations américaines. Quelles conséquences cela aurait pour l'Union européenne ? Pour l'Union européenne, comme pour le monde en général, ça signifierait évidemment un frein assez important, ou en tout cas un renchérissement assez important du commerce international, de nature à être extrêmement inflationniste. Donc pour quelqu'un qui veut ramener des prix assez bas, ça paraît encore une fois un peu contre-intuitif. Au-delà de ça, paradoxalement, l'arrivée de Trump au pouvoir n'est pas forcément signe de renchérissement du commerce international, en tout cas dans sa globalité. Par exemple, pour faire le lien avec l'écologie, les taxes importantes liées à l'exploitation et la vente d'acier et d'aluminium américains pourraient être supprimées. Et il est probable que ces matières que la France notamment importe voient leur prix diminuer aux dépens de leur coût écologique. En revanche, la hausse des tarifs douaniers, qu'il a chargé d'ailleurs Howard Lutnick, le secrétaire du commerce, de mettre en œuvre, présage un début de guerre commerciale avec la Chine qui risque de renchérir donc ces échanges mondiaux et de se traduire par une nouvelle hausse de l'inflation, tandis que la plupart des économies avancées tentent au contraire de stabiliser leur taux directeur et entendent normaliser leur politique monétaire après 2 crises successives, la pandémie du Covid-19 et la guerre en Ukraine qui a causé là aussi une inflation moindre aux États-Unis qu'en Europe de l'Ouest, mais tout de même. Bon, c'est d'autant plus surprenant qu'on sait que les électeurs ont une aversion extrêmement forte à l'inflation et que c'est sans doute un des facteurs qui a porté Trump, en tout cas économiquement, à la Maison-Blanche et à son second mandat. Ok, merci Elior. Alors, pour terminer, je voudrais qu'on revienne évidemment sur ce qui fait un peu la marque Trump. C'est vraiment une autre manière de faire de la politique aux États-Unis, mais une manière qui inspire depuis plusieurs années maintenant un large mouvement en Europe. Alors, je voulais qu'on revienne sur ce style. En quoi est-ce qu'il est une source d'inspiration pour les populistes européens ? Eh bien, Trump, c'est un exemple pour faire court, c'est un exemple de succès politique. Il représente un renouveau idéologique majeur dans un Occident qui est désincarné de tout projet politique réellement fédérateur depuis au moins la fin de la guerre froide, si tant est qu'elle est finie en 1991. Toujours étant que Trump a réussi à sa façon, et quoi qu'on en pense, à renouveler non seulement la pensée politique dans les démocraties représentatives modernes, mais aussi la façon d'exercer le pouvoir. Moi, il y a une phrase qui me revient souvent quand j'essaie de comprendre le phénomène de Trump, Proust, qui dit que les faits ne pénètrent pas dans le monde où vivent nos croyances, ils n'ont pas fait naître celles-ci, ils ne les détruisent pas. Et Trump, c'est exactement l'incarnation de cette phrase, c'est-à-dire que celui qui gagne en politique, c'est pas celui qui a raison, c'est celui qu'on croit. Et Trump est l'incarnation qu'on peut être porté au plus haut poste d'autorité et de puissance politique mondiaux, tout en étant pas forcément l'incarnation traditionnelle de la politique telle qu'elle s'exerce aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on observe également ce renoncement par les États-Unis à leurs prérogatives usuelles de gendarmes du monde, qu'elles exercent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui
qui atteste une fois encore du retour de l'isolationnisme aux États-Unis. Pour autant, il ne faut pas voir dans ce renoncement le signe que les États-Unis renoncent à leur privilège de superpuissance mondiale numéro 1 sur la scène internationale. Et il ne faut pas sous-entendre que les États-Unis abandonneraient ce rôle de primauté, de domination, et tout au contraire laisse prétendre l'inverse. Les États-Unis profitent effectivement de leur suprématie, la suprématie du dollar américain d'abord, et la raison pour laquelle Trump peut se permettre des représailles et maintes provocations, on l'a vu avec le cas du Groenland, avec ses déclarations récentes concernant le Canada, c'est précisément parce que les États-Unis ont ce privilège de superpuissance structurante de l'ordre mondial. Et comprendre le Trumpisme aujourd'hui, c'est comprendre cette arrogance qui inspire beaucoup les leaders populistes d'extrême droite européens, qui induit que la puissance permet d'avoir, si je peux me permettre, à la fois le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire les privilèges sans nécessairement les responsabilités de gendarmes du monde, chose qui était parfaitement impensable pour un Obama qui avait un discours très pro-démocratique, bien qu'il était lui aussi isolationniste. En d'autres termes, il n'est pas certain que ce soit une Amérique fatiguée du rôle mondial qu'elle assume de longue date qui arrive à la Maison-Blanche ce 20 janvier 2025. Néanmoins, ce qui s'annonce, c'est très certainement une Amérique fatiguée du carcan qu'impose son statut de démocratie sur la façon dont elle s'exprime, la façon dont elle dirige les relations internationales et la façon dont elle se manifeste dans ses relations avec les autres puissances souveraines. Ça se manifeste d'ailleurs dans la fascination de Trump pour la dictature qu'il ne souhaite pas, dit-il, sauf le premier jour. Ok, merci. Alors, on comprend mieux maintenant ce que tu nous dis. Alors, quel style de présidence Trump va imposer à la Maison-Blanche. Par contre, mais ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que Trump, il n'arrive pas tout seul à la présidence des États-Unis. Il arrive notamment accompagné de Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, PDG de X, anciennement Twitter, de Tesla, de SpaceX. À travers Elon Musk, qu'est-ce qu'il faut voir? Donc, il a été nommé ministre de l'efficacité, mais est-ce que c'est réellement un allié ou est-ce que c'est un futur concurrent pour Donald Trump ou une partie des républicains? La relation entre Trump et Musk est plus complexe que ce que l'on pourrait penser au premier abord, d'autant plus qu'à présent, la campagne est finie. En réalité, il ne s'agit pas entre ces deux protagonistes d'une alliance naturelle de deux figures de l'extrême droite. Mais en réalité, si je peux me permettre la comparaison, ça ressemble plus à un mariage arrangé. Le premier, évidemment, Donald Trump était le candidat naturel du Parti républicain, après avoir, il faut le rappeler, limogé tout concurrent possible au sein du parti, et il entendait naturellement mettre à profit tout atout stratégique qu'il pourrait utiliser durant sa campagne, et à ce titre, il voulait évidemment bénéficier du réseau social aux 96 millions d'utilisateurs rien qu'aux États-Unis, et évidemment, c'est un atout immense dans sa campagne face à Kamala Harris. Ça lui a permis de mettre un coup de fouet à une communication politique qui, il faut rappeler, structure son image, qui est très importante du point de vue de ses symboles, de sa rhétorique, qui est véritablement un élément structurant de la façon dont il exerce le pouvoir. Et en somme, Musk constituait un atout informationnel évident. Du côté de Musk, l'alliance, elle peut paraître moins intuitive. On sait que Musk est traditionnellement démocrate. Il a publiquement soutenu les anciens candidats du parti durant leur propre campagne. Et donc, il faut arriver à expliquer ce revirement. Si on s'en tient à l'économie, tu l'as dit, Elon Musk est à la tête de Tesla, donc le numéro 1 ex-aequo avec son rival chinois BYD, en part du marché mondial des véhicules électriques. À ce titre, il ne pouvait pas se permettre de ne pas s'entendre avec l'un des deux futurs locataires de la Maison-Blanche. Pourquoi Donald Trump? Là encore, ça peut tenir à une autre raison, peut-être plus personnelle et familiale. Musk a déclaré une sorte de croisade contre le wokisme façon américaine depuis que son fils a annoncé sa transition de genre. Et on sait qu'à ce titre-là, il constitue un soutien évident à la fois du discours d'extrême droite américain et il est parfaitement aligné avec le positionnement de Trump là-dessus. Et puis, au-delà de ça, Trump a sans doute des revendications, voire une ambition politique à travers le ministère qui lui a été confié de ce qu'on appellerait en France
une transformation de l'action publique, mais qui est en réalité un ministère véritablement de débureaucratisation à l'américaine, où on essaie de vider les alliances et vraiment d'organiser une purge de la bureaucratie, voire même du deep state, qui est une notion très en prise aux États-Unis. Et donc on va essayer de réduire l'État à son rôle minimal, à ses missions minimales. Ayant dit cela, on voit déjà que les deux personnalités, avec des égos très forts, avec chacun leur charisme, leurs partisans, voire leurs fanatiques, risquent de ne pas s'entendre sur la durée. Donald Trump l'a déjà mentionné, il trouve que Elon Musk prend trop de place. Quand il a gagné et que Trump a donné son premier meeting suite à la victoire et au résultat des urnes, ce n'est pas J.D. Vance, le futur vice-président des États-Unis, qui partage la tribune avec lui, c'est Elon Musk. C'est un fait intéressant. Lors de son investiture, au premier rang, à côté du fils de Donald Trump, on ne trouve pas son colistier J.D. Vance, on trouve Elon Musk. Et on sait également que le ministère qu'il devait partager, finalement, lui reviendra de plein droit, puisqu'il n'a pas réussi à s'entendre avec son compère. Donc tout cela mène à peser finalement les ambitions de l'un comme de l'autre personnage, et de conclure, sans être prophétique, puisqu'évidemment c'est incertain, qu'il y aura évidemment une rupture une fois que l'union aura été parfaitement consommée entre ces deux égaux et ces deux hommes de pouvoir désormais américains et même mondiaux. Alors j'en profite parce qu'on évoque Elon Musk qui représente un peu ce milieu de la tech pour aussi aborder la question des ralliements post-élection vers Donald Trump, et je pense notamment à Mark Zuckerberg. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi ? Je dirais que c'est dans l'essence du régime présidentialiste américain de rallier autour de la figure du président, peu importe le vainqueur. Finalement, c'est un peu, en d'autres temps et en d'autres lieux, le roi est mort, vive le roi. Peu importe la couleur, en tout cas du président, et on sait que le régime américain fonctionne un peu sur ce mode-ci. Auparavant, c'était les grands industriels qui courtisaient les présidents successifs. Désormais, c'est les leaders de la tech ouest-américaine, de la Silicon Valley, les GAFAM. Et donc, évidemment, Elon Musk qui a fait ce pari, qui a financé la campagne de Donald Trump, qui a mis à profit de celui-ci son algorithme très puissant. Mais c'est aussi Jeff Bezos qui a été présent à l'investiture, et de façon plus surprenante et plus médiatique dernièrement, le patron de Facebook et Meta, Mark Zuckerberg, qui lui aussi est connu pour être un soutien traditionnel du Parti démocrate, qui a reviré avec des prises de position qui sont alignées sur le discours et la rhétorique masculiniste qu'on entend dans les soutiens partisans de Donald Trump, et qui sont à lire comme, si j'ose dire, un baiser d'allégeance d'un patron d'une entreprise qui veut rester compétitive, accéder à des marchés, ne pas perdre la guerre informationnelle face à des concurrents à la fois américains comme internationaux, et qui veut surtout rester proche des cercles de pouvoir dans une Amérique qui se transforme, qui ne semble plus croire dans le dessin néolibéral qui était dessiné dans les années 2000, et qui a beaucoup perdu de vitesse après la crise de 2008 évidemment, et qui s'adonne aujourd'hui à un conservatisme assumé, voire débridé, à tout le moins dans le discours, et très certainement dans les actes. Merci Elior, je pense qu'on a fait le tour de la présidence qui arrive de Donald Trump. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode, et sur les réseaux sociaux, on est notamment présent sur LinkedIn, sur Instagram, Terra Nova Jeune, et vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes nos plateformes de streaming et YouTube. Merci beaucoup Elior. Merci à vous.